cette vidéo, je voudrais qu'on partage ensemble sur les phénomènes climatiques, sur les changements climatiques, sur ce phénomène sur lequel nous subissons tout le temps. On n'arrive plus à prédire justement le climat. On a comme ça des vagues de chaleur, des vagues de froid, des inondations, des départs de feu, des tremblements de terre. Tout ceci est dû, quand on nous explique que c'est dû au phénomène du changement climatique, c'est dû aussi à notre mode de consommation, à notre mode de production. Et c'est ça qui m'amène à partager cette vidéo avec toi, partager cette discussion-là. Et lorsqu'on suit l'actualité, l'agriculture occidentale, l'agriculture européenne est en crise. Donc c'est pour ça que j'ai titré cette vidéo « Agriculture et effet de serre ». Quel futur pour l'agriculture? Ici en Europe, quand je parle d'agriculture, je parle aussi d'élevage. Ils sont en pleine crise. Le secteur agricole et le secteur de l'élevage est en pleine crise. Il y a comme ça plusieurs fermiers, plusieurs producteurs qui vont déposer bilan. C'est ce que je partage ici à chaque fois avec vous en disant que pour celui ou celle qui est intéressé par le domaine agricole, le domaine de l'élevage, pour nous Africains, on se doit de voir ce qui se passe ici en Occident, de tirer les leçons et d'adapter selon notre contexte. Aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction de savoir que l'environnement surchauffe, que nous subissons les effets du climat. Même jusqu'en Afrique, ça arrive aussi. Parce que je sais aussi que des sujets comme ça, des thèmes comme ça, nous les Africains, nous voyons ça de très loin. On a coutume à dire que non, c'est pour les Occidentaux, c'est pour les Blancs, ce n'est pas pour nous. C'est encore une façon pour eux de nous distraire, de nous éviter de produire. Non. Il faudrait que toi, en tant que producteur, ici éleveur ou agriculteur, tu te dois de prendre conscience de ces enjeux-là. Et ce n'est pas uniquement même pour les éleveurs et les producteurs. En tant que citoyens du monde, on se doit de prendre conscience de notre façon de consommer, de notre façon de nous habiller, de notre façon de manger, de notre façon de nous mouvoir, de nos faits et gestes. Parce que chaque fait et geste que nous faisons peut contribuer à la gradation ou à la dégradation de la nature, de l'environnement. L'effet de serre ici, c'est les gestes que nous faisons au quotidien. Donc reste sur le bout de cette vidéo afin que je puisse développer avec toi quels sont les comportements qu'on se doit d'avoir, comment est-ce qu'on devrait aujourd'hui aller produire pour ne pas fatiguer l'environnement, pouvoir produire de façon saine afin de pouvoir laisser aussi aux générations futures une terre vraiment en bonne santé. Donc permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle de l'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Le but de la chaîne est enfin de partager les astuces et techniques de culture, de partager la science, la microbiologie, la biologie, partager avec toi les stratégies géoéconomiques et géopolitiques, te dire que l'enjeu aujourd'hui est économique et qu'on se doit d'aller produire nos produits du terroir, excuse-moi la tautologie, et d'apporter beaucoup plus la plus-value en respectant, comme j'ai dit, c'est-à-dire les modes de production, en respectant l'environnement, en allant faire des cultures qui vont générer des devises. C'est pour cela que je me suis lancé justement dans les domaines agricoles, de façon pensée, en allant produire des produits du terroir. Si toi aussi tu es intéressé par cette thématique-là, si toi aussi tu veux aller justement gagner de l'argent, aller vers les cultures générationnelles qui vont te laisser comme ça dans la prospérité et laisser ta famille dans la prospérité à vie, regarde sous la barre de description, prends le cadeau de bienvenue et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. J'ai mis des formations à ta disposition pour t'accompagner. Donc, je vais te demander aussi de laisser un pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de proposer cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Tu sais que des thèmes comme ça, je sais, tant qu'on ne met pas de l'argent chiffré, beaucoup ne seront pas intéressés.
Donc partage afin qu'on soit intéressé sur ces enjeux-là. Parce que si tu ne maîtrises pas le climat, tu ne maîtrises pas l'environnement, si tu ne sais pas, connais pas le processus qui permet d'aggrader le sol, tu ne pourras pas gagner de l'argent. Donc c'est très bien, c'est la connaissance, comme tu as dit, c'est la connaissance qui nous rend riches. C'est la connaissance qui nous donne la bonne santé, c'est la connaissance qui va faire de toi un bon agriculteur, c'est la connaissance qui va faire de toi un bon éleveur, c'est la connaissance qui fera de toi un bon citoyen. Donc je suis en train de dire que l'agriculture européenne est en crise, l'agriculture mondiale même en crise. Parce que, pourquoi tu as dit que je prends ce thème? Nous sommes plusieurs en Afrique à nous calquer au mode de production, c'est-à-dire occidentale. Quand je dis la culture européenne, c'est cette agriculture intensive, mécanisée sur les monocultures, les céréales. C'est cet élevage intensif de la surproductivité. C'est en crise. Ce que je vais partager ici, en aucun moment je n'incrimine pas les agriculteurs, loin de là. Je ne suis pas en train d'incriminer les éleveurs, parce que je fais partie, je suis un agriculteur aussi, je suis dans le domaine. Mais je fais cette vidéo afin qu'on puisse pousser le raisonnement, qu'on puisse réfléchir aujourd'hui. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2023, avec autant d'informations que nous avons, avec les retours, c'est-à-dire que d'expériences que les autres ont pu faire, il serait aberrant que nous, Africains, que nous allons encore tomber dans le piège. Il serait aberrant que ceux qui produisent ici en Occident continuent encore à tomber dans le piège. Mais ce que je m'en vais, c'est-à-dire à partager ici avec toi, c'est de te faire comprendre que c'est la cupidité qui nous amène des fois à détruire, c'est-à-dire que notre planète. Mais il faut comprendre que nous n'avons pas plusieurs. C'est la cupidité qui nous amène à détruire avec le sol et que nous n'avons pas plusieurs. Et que le sol, c'est un bien qui ne se renouvelle pas. C'est un peu comme le pétrole. C'est un bien qui ne se renouvelle pas. Donc si tu es là à dégrader, ça ne se renouvelle pas. Donc si toi tu es intéressé par l'agriculture et par l'élevage, tu te dois de connaître ça. Il faut comprendre que la production des feuilles de serre est due à la pollution. La pollution due par les industries. Parce que si on a commencé à polluer, c'est parce qu'on est rentré dans le mode de production, de surproduction, de capitalisme, parce qu'il fallait consommer, c'est-à-dire qu'il fallait créer des industries. Lorsque tu crées des industries comme l'industrie de l'automobile, de la sidérurgie, métallurgie, la fabrication, c'est-à-dire que des denrées, ça pollue, ça jette des gaz, du CO2. Et ce CO2 qui va détruire la couche d'ozone, qui va polluer. On sait aussi que la pollution est due par rapport à nos habitats. Tu as vu, voilà, plus les villes s'agrandissent, plus le béton s'agrandit, plus c'est-à-dire que voilà, les surfaces plantables se réduisent, plus la végétation se réduit. Je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer que ce qui séquestre le carbone, c'est les arbres, c'est la végétation. Plus il y a de végétation, plus c'est-à-dire que le carbone est séquestré. Il faut savoir que le carbone est dans l'air, la pollution est dans l'air, les arbres et les plantes savent séquestrer le carbone. Donc quand on vient déforester pour faire les plans d'urbanisation, pour construire, ben c'est clair que les constructions aussi apportent la pollution. Parce que le goudron qu'on fait pour bitumer les routes, c'est de la pollution. Parce qu'il faut aller extraire, c'est-à-dire que dans la nappe phréatique, le ciment, le pétrole, tous ces matériaux qui permettent la construction, c'est des sources de pollution. C'est comme ça qu'il faut intégrer ça. On a des zones aujourd'hui, telles que marécageuses, c'est des zones qui séquestrent le carbone. Lorsqu'on les assèche pour soit aller faire de l'agriculture, ce qui est le cas, c'est-à-dire qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, tu vois, dans tous ces pays-là, il y a beaucoup de marécages qui ont été asséchés. Alors qu'on sait que les marécages aussi jouent des très grands rôles. Parce que dans les marécages, c'est des tourbières. Quand je dis marécages, des tourbières, les tourbières savent séquestrer l'azote. Séquestrer, c'est-à-dire que le carbone. Parce que quand vous voyez tous les bouts qui sont dans les tourbières, c'est ça le carbone.
et ça séquestre le carbone. Lorsqu'on vient donc assécher ces tourbières, ces marécages, ça laisse échapper ce carbone et ça va dans l'air, ça crée la pollution. Donc c'est ça qui crée l'effet de serre. Donc tu vois que c'est l'être humain qui vient sur... Parce qu'on veut s'étendre, parce qu'on veut, c'est-à-dire le développement. Et oui, le développement aussi crée le désordre. Hein. Lorsque tu vois un beau building, le building est là, mais ça a des conséquences aussi sur le plan de l'environnement. C'est notre mode d'alimentation, l'agriculture. Il faut comprendre ici que dans les années 30, les années 20, on cultivait ici de façon naturelle. Il pratiquait ici en Europe ce qu'on appelle l'agriculture agro-silvopastorale. Donc, sur le même espace, ils produisaient, c'est-à-dire que les végétaux, les arbres, les animaux. Donc, ils travaillaient en circuit fermé, ils amendaient avec les bourses de vaches, les lisiers de porc. Ils n'utilisaient pas d'engrais chimiques. Tout était naturel. Ils ne labouraient pas avec des tracteurs. Il n'y avait que les charrues. Donc, ils retournaient la terre. Ils n'allaient pas à plus de 40 cm de profondeur. Ils allaient, c'est-à-dire quoi, ils grattaient légèrement le sol. Et ça les faisait comme ça favorisait la vie microbienne. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé dessus. Mais tout a changé avec l'avènement, c'est-à-dire que de la subjectivité. Donc quand ils ont découvert, c'est-à-dire que la technologie, surtout sur la chimie et la fabrication des tracteurs, ils ont incité, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, incité les agriculteurs et les éleveurs à produire abondamment. Donc c'est là où est rentrée la chimie. À produire abondamment, c'est là où est rentrée la chimie. Et en 1957, lorsqu'ils fondent l'Union européenne, parce que c'est là où les dérives ont commencé, lorsqu'ils fondent l'Union européenne, pour garantir l'alimentation, c'est-à-dire à toute la communauté, ils ont pris, c'est-à-dire que l'initiative de garantir, c'est-à-dire que la production. Donc pour toutes les personnes qui produisaient le lait, quand tu produisais ton lait, peu importe les quantités, l'Union européenne achetait ça. Donc ce qui a créé les dérives, ce qui a fait que les gens produisaient, c'est-à-dire que le lait et le beurre, surtout ces deux produits, le lait et le beurre, c'était garanti. Donc ils produisaient ça à outrance. Et l'Union européenne achetait. Et l'Union européenne achetait, et on avait quand même des quantités astronomiques d'invendus et qui étaient stockés. On parle des milliers et des milliers de tonnes qui étaient stockées. Mais le producteur, l'éleveur, il n'avait pas de souci. Le système tel que tournait, c'est-à-dire que voilà, à Donf, le système était magnifique pour les éleveurs. Est-ce que c'est la faute des éleveurs? Il faut bien comprendre la genèse. C'est le système politique, c'est les systèmes politiques les politiciens qui ont mis ça en place, et des financiers. Ils ont incité les agriculteurs et les éleveurs à produire massivement. Donc, ça a tourné comme ça pendant des décennies. Ils ont vu que les manquements de leur système, parce que les aliments produits étaient stockés, étaient détruits. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre. Pour nous, les Africains, nous devons bien comprendre la genèse. Quand on dit que nous serons en 2050, on sera 2,5 milliards, il faut produire abondamment. Il faut comprendre. Produire abondamment quoi? Ils stockaient des milliers de tonnes de produits qui jetaient le lait en poudre, le beurre. C'était stocké et c'était jeté. Donc voilà comment l'Union européenne, ils changent de braquet. Ils disent maintenant qu'on va plutôt subventionner par rapport à la superficie. Est-ce que tu vois un peu les dérives? Donc les subventions de l'Union européenne aujourd'hui, c'est par rapport au nombre de superficies. C'est pour ça que vous voyez les personnes ici en Occident avoir, c'est-à-dire que 100, 200, 300 hectares. Ce qui les intéresse, ce n'est pas tant la production, c'est la surface. Et c'est ce qui a fait aussi que beaucoup de producteurs, beaucoup d'agriculteurs déposent bilan. Il
faut comprendre que aujourd'hui, l'agriculture est détenue par les grands groupes agro-industriels et par les propriétaires, c'est-à-dire que terriens nantis, les multimilliardaires. La famille royale d'Angleterre aujourd'hui, elle a plus de terres agricoles que tout le monde ici en Europe. C'est pas des oligarques. Et je ne vais pas les détailler ici. Vous connaissez notre tonton, celui qui a le fondateur des logiciels d'ordinateur. Je te dis qu'aux États-Unis, c'est lui qui détient les plus de terres agricoles. Tu penses que c'est pourquoi? Ici en Europe, quand tu regardes, c'est les oligarques. Parce qu'ils savent qu'on subventionne par rapport au nombre d'hectares. Tu imagines si tu as 1000 hectares, si tu as 2000 hectares, et qu'on donne, on donne par hectare 800 €. Tu imagines, tu multiplies 800 € par 1000 ou par 5000. Est-ce que si tu as donné 10 000 hectares et que tu reçois une subvention de 800 € par hectare, es-tu prêt à aller faire en sorte que le climat, c'est-à-dire que se porte bien? Parce qu'on sait aujourd'hui, ce n'est pas un secret, c'est démontré que c'est notre mode de production. C'est le fait, c'est-à-dire que de cultiver sur les monocultures, sur les grandes surfaces, c'est de mécaniser, d'utiliser la chimie, les engrais et de perturber le sol à chaque fois. C'est ça qui crée la pollution. C'est le fait, c'est-à-dire que d'aller produire, d'aller faire des élevages. Ici en Occident, ils ont des fermes de 400 vaches. Quand tu vas aux Pays-Bas, une seule personne a comme ça 400 vaches. Et on sait aujourd'hui que c'est les vaches produisent, c'est-à-dire que l'effet de serre, par les paix qui dégagent le méthane, par le fait aussi, ce méthane-là qui va réchauffer la planète. On sait aussi que pour nourrir ces vaches, une vache, pour faire 1 kg de viande, il faut 15 000 litres. 15 000 litres d'eau. Et une vache qui fait 200 kg, multiplie les 15 000 litres par 200. Et quand on te dit 15 000 litres par 200, c'est 15 000 litres que la vache absorbe. Maintenant, les céréales que la vache va manger, ça a besoin de l'eau. Parce que pour produire les céréales, il faut irriguer. Donc, quand tu fais la somme de ces 15 000 litres, tu fais tu fais fois 200, tu inclus donc la production des céréales, l'eau que les céréales, parce que les céréales sont gourmandes en eau. C'est ça qui crée la pollution. Tu ajoutes à ça, c'est-à-dire que les produits chimiques, l'engrais, les herbicides, les nématicides. Donc, c'est ce combo-là qui fait en sorte que produit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la viande est très, très polluante. C'est très polluant. Mais tu vois donc que, comme les grands groupes agro-industriels, les grands propriétaires terriens sont rémunérés par rapport à la superficie. S'ils ont 1000 hectares et qu'ils produisent de façon industrielle, même si c'est-à-dire que c'est chimique, pour eux, pour rien au monde, ils ne sont prêts à changer ce système parce que c'est un système qui les rémunère, qui leur fait gagner énormément d'argent. Mais ils mettent devant que ils font ça parce que la population n'a pas de pouvoir d'achat. Donc tu vois qu'on peut rester à épiloguer longtemps tant que l'Union européenne ne va pas changer son système d'aide. On aura tous ces phénomènes climatiques, on aura toujours le réchauffement climatique parce que c'est un système qui profite à un groupuscule de personnes. Il a été dit, laisse-moi regarder mes notes, hein, qu'en 2014, l'Union européenne a octroyé 100 milliards d'euros pour subventionner le réchauffement climatique. Cette subvention n'a pas servi à grand-chose pour lutter contre le réchauffement climatique. Ça n'a pas servi à grand-chose. Pourquoi? Pour la simple raison que je viens d'expliquer. Que les personnes qui bénéficient de ces aides-là ne sont pas ceux qui sont prêts à œuvrer pour que le réchauffement climatique change. Et ils le disent fort, et ils sont tellement puissants qu'ils préfèrent dormir et gagner leur argent. Parce que pendant que je te parle, il y a des grands groupes qui reçoivent comme aide, comme subvention, 25 millions d'euros.
par an, 25 millions. Je parle ici des puissants grands groupes sucrières. Il y en a qui reçoivent 250 millions d'euros par an. Il y en a qui reçoivent 27 millions d'euros par an. Mais aussi les oligarques, mais aussi les millionnaires, mais aussi c'est-à-dire que les grands propriétaires terriens. Tu penses qu'un business comme ça, tu penses que le réchauffement climatique, c'est leur tasse de thé? Et on te dit pas, ce pactole-là n'est que distribué, c'est-à-dire que les 80% que l'Union européenne octroie d'aide. J'ai pris les notes de 2010 en 2021. Ils ont dit que donner 100 milliards. Les 100 milliards sont entrés dans la poche. Les 100 milliards, 80% sont entrés dans la poche de 20%. Imagine, 100 milliards d'euros de subventions, 80% des 100 milliards sont entrés dans la poche de 20%. Et les 20%, c'est les grands groupes agro-industriels, les propriétaires terriens. Et ils ont comme ça un puissant lobbying. Ils vont à chaque fois influer, c'est-à-dire que sur les politiques à l'Union européenne, pour ne pas changer les lois qui iront clairement, c'est-à-dire qu'en faveur des petits producteurs. Vous voyez que les petits producteurs ne bénéficient de rien. Tu vois que si on subventionne par rapport aux surfaces plantables, tu vois que celui qui fait là le bio, on ne subventionne pas le bio. Parce que dans le bio, ou l'agriculture de conservation de sol, c'est les personnes qui sont sur 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, 20 hectares. Tu vois que l'Union européenne, avec la politique d'aide à la surface, ne subventionne pas les petits producteurs. Et c'est ça qui fait en sorte que plusieurs petits producteurs déposent bilan. Il a été démontré qu'en 10 ans, ici en Europe, il y a eu 10 millions d'agriculteurs qui ont déposé bilan. 10 millions en 10 ans. Pourtant, l'Union européenne subventionne tout le temps. Tu vois, subventionne. Mais sauf que l'argent ne va pas dans la poche de ceux qui œuvrent exactement pour la préservation, c'est-à-dire que de l'environnement. Parce que ceux qui font les techniques de permaculture, ceux qui font l'agriculture de conservation de sol, ceux qui sont là à planter les arbres, à séquestrer le carbone, non. Eux, on ne les subventionne pas. Eux, en face, ils ont un puissant lobbying qui est la COGEPA, qui milite pour l'agriculture intensive, mécanisée des grandes superficies. Eux, ils ont que des meilleurs avocats, ils ont des meilleurs spécialistes. Ils ont un lobbying puissant, sans compter que les grands groupes agro-industriels, sémencières, de la mécanisation, je vous l'ai dit ici, fatigué, sans compter notre tonton, avec ses amis qui fabriquent des semences, où ils ont des lobbying puissants comme ça, où ils savent influer sur les politiques. Et à chaque fois qu'on vote des lois en faveur de l'environnement, c'est des lois qui ne vont pas au bout. Parce que si ça doit aller au bout, ça va aller menacer les intérêts de ces grands groupes agro-industriels. Je ne sais pas, parce qu'il faut voir, parce que je le dis pourquoi. Je le dis parce que plusieurs d'entre nous ici en Afrique, on dit on se doit d'aller produire intensivement, on se doit d'aller avoir des grandes surfaces, on doit aussi produire comme eux qui sont sur 1000 hectares. On ne peut pas produire sur 1000 hectares. Tu as vu comment je t'ai expliqué? Ceux qui produisent sur 1000 hectares, ce sont des investisseurs, c'est les grands groupes agro-industriels, c'est les banques, c'est les multimilliardaires. Tu penses que toi, en tant que personne lambda, tu peux aller produire sur 1000 hectares, on t'écrase. Leur devise, la devise ici, en Occident, en Europe, c'est développe-toi ou non, disparaît. Développe-toi, sinon, disparaît. Donc ça veut dire, agrandis de plus en plus ta ferme ou non, tu disparais. Puisque la politique de l'Union européenne ne subventionne que les surfaces. Donc si tu n'es pas grand, si tu ne prends pas de plus en plus grand, tu disparais. Mais la réalité est que quand tu veux t'installer, pour construire un bâtiment, tu prends un crédit où tu vas payer sur 30 ans. 30 ans, tu t'endettes déjà sur 30 ans. Pour acheter un tracteur, tu t'endettes sur 10 ans. Tu vois que
ce n'est pas sexy. Ça n'incite pas plusieurs personnes à poursuivre. Tu vas aller t'étendre, te développer. Jusqu'à quel point? C'est ce qui fait en sorte que beaucoup de personnes déposent bilan. C'est ce qui donne le chiffre de 10 millions de personnes qui déposent bilan. Donc nous, dans tout ça, en tant qu'Africains, on se doit de réfléchir. On ne se doit pas d'aller produire les céréales. Parce que les céréales, quand ils produisent les céréales, ici, vous avez dit, le maïs, le soja, le blé, l'orge, le houblon, c'est pour nourrir les animaux. Ce n'est pas pour leur consommation humaine. Très peu va dans la consommation humaine. Le gros lot va à la consommation, c'est-à-dire que des animaux. Un pays comme les Pays-Bas, ils ont 120 millions, c'est-à-dire que de bétail. 120 millions. Un pays comme les Pays-Bas, la solution qu'ils sont en train de prendre aujourd'hui, c'est de réduire, c'est-à-dire que voilà, les cheptels. C'est de supprimer même les métiers d'agriculteurs. Parce que les Pays-Bas, le gouvernement est en train de proposer une ardoise de 24 milliards. On va acheter les exploitations afin de retransformer ça. Tu imagines quelqu'un qui travaille et que depuis, qui est peut-être la 4e génération, ou c'est son grand-père qui a pris la ferme et a transmis comme ça de main en main. Aujourd'hui, on vient te dire, non mon gars, tu dois arrêter le chantier, tu dois te reconvertir, tu dois faire autre chose. C'est pour ça que tu vois là, il y a une révolte aux Pays-Bas, en Allemagne, parce qu'il y a surproduction, c'est-à-dire que d'animaux, parce qu'il y a de la pollution, c'est-à-dire que sur le plan de l'azote, il faut comprendre que le lisier des porcs, ça va, c'est-à-dire que justement, polluer la nappe phréatique. Donc ça se transforme en gaz aujourd'hui, en protoxyde d'azote. Et ce qui pollue, c'est-à-dire que l'atmosphère, ça va polluer les cours d'eau, la nappe phréatique, et ça fait des coûts supplémentaires pour la communauté, pour le pays, à pouvoir traiter ces eaux-là. Il faut comprendre aussi que ce que le gouvernement des Pays-Bas propose, c'est de racheter. C'est de racheter avec le fonds de commerce, de racheter les fermes. Eux, ils vont convertir ça maintenant à autre chose. Et maintenant, c'est de remplir les tourbières là en eau. Tu sais que les tourbières aux Pays-Bas, en Allemagne, ils avaient séché ça. Ils avaient asséché pour faire l'agriculture. C'est de remplir ces tourbières. Parce qu'ils ont constaté que les tourbières asséchées, humides, le fait de venir faire l'agriculture accélérait plutôt l'effet de serre. C'est ce que je vous explique à chaque fois ici, que nos sols agricoles en Afrique n'ont pas besoin qu'on vienne labourer. Parce que c'est humide. Quand c'est humide et qu'on vient retourner, on accélère la minéralisation. Donc on active les batteries. Les batteries vont venir bouffer, c'est-à-dire que l'humus, la bonne terre, et ça ne va que laisser le sable, le désert. Ça va polluer. Et le gros danger avec l'élevage aussi, c'est que beaucoup ne produisent pas leurs propres céréales. Donc pour ceux qui font l'élevage, et nous en Afrique encore, c'est très criant chez nous parce que nous ne produisons pas l'alimentation. Vous voyez que c'est nous qui accélérons même encore le réchauffement climatique, parce que si on se lance en élevage, tel que nous sommes en train de faire, poulet de chair, les porcs, tous ces animaux tels que les races importées, et que nous n'avons pas la formulation, et qu'il faut à chaque fois acheter la production, l'alimentation ailleurs, vous voyez que indirectement ou directement, nous contribuons aussi à la pollution parce qu'on est obligé d'acheter l'alimentation venue de l'Occident. Et eux, ils sont obligés de produire à chaque fois massivement afin de pouvoir nourrir le reste du monde, afin de pouvoir fournir le reste du monde. Donc, vous voyez que nous aussi en Afrique, nous sommes complices de ce réchauffement climatique. C'est pour ça que j'insiste à chaque fois qu'on se doit nous-mêmes de produire, c'est-à-dire que l'alimentation, c'est-à-dire que de nos races locales. On se doit de valoriser, c'est-à-dire que l'agroforesterie. Donc les solutions, c'est quoi? C'est de privilégier l'agroforesterie, de planter, c'est-à-dire que des arbres sur nos surfaces, de planter les arbres et les cultures. Parce que les arbres savent séquestrer le carbone, les racines des arbres aussi séquestrent le carbone en profondeur. Les feuilles qui tombent séquestrent le carbone, les racines mortes séquestrent le carbone. C'est de faire un élevage mixte. Un élevage, tu as, c'est-à-dire que ta ferme avec les cultures. C'est de continuer à nourrir le sol, laisser les résidus au sol.
afin de nourrir la microfaune et la macrofaune. C'est de pouvoir, c'est-à-dire que faire un élevage aujourd'hui en plein air, éviter surtout de faire des élevages en box fermée, où les animaux ne vont pas à l'extérieur. Parce que si les animaux ne vont pas à l'extérieur, on sera obligé d'importer l'alimentation. Et lorsqu'on importe l'alimentation, la taxe carbone augmente. Parce qu'aller produire ces aliments-là, c'est beaucoup plus de chimie, de mécanisation, des engrais, de l'eau, le transport, le pétrole. Parce que lorsque tu prends le bateau, lorsque on commande les tonnes de riz, les tonnes de céréales, et que ça prend le bateau, c'est la pollution. Que ça prenne le bateau ou l'avion, c'est la pollution. Donc on contribue drastiquement, c'est-à-dire que justement, au réchauffement, c'est-à-dire que de la planète, à l'effet de serre. Donc c'est quelque chose qu'on se doit de penser, qu'on soit citoyen, qu'on soit producteur, éleveur, agriculteur, c'est quelque chose qu'on se doit de penser, quoi. Et surtout mettre la terre au centre. Savoir qu'on se doit de préserver, la façon de préserver notre planète, c'est de préserver notre sol. Que c'est le sol qui est au centre. Tu vois que sans le sol, on ne peut pas avoir une bonne alimentation. Sans le sol, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire que voilà, la protéine animale. Sans le sol, on ne peut pas, c'est-à-dire que se loger. C'est grâce au sol. Sans le sol, on ne peut pas aller chercher les ressources minières. C'est grâce au sol qu'on a les ressources minières. Sans le sol, si on ne prend pas soin du sol, on va réchauffer la planète. On aura les conditions climatiques que nous avons, telles que maintenant les inondations, les vents violents, les tempêtes, le feu, et ainsi de suite, les tremblements de terre. Donc l'idée de cette vidéo, c'est de pouvoir, c'est-à-dire justement, aller produire, c'est-à-dire que de façon saine, de façon à respecter notre environnement, de façon à ce qu'on ne perde pas notre sol, parce que ta façon de produire, ta façon de cultiver, tu vois, ça peut, c'est-à-dire que justement, accélérer, c'est-à-dire que l'érosion. Tel qu'on voit là aujourd'hui, l'érosion, comment l'Europe perd la matière organique. Chaque année où il pleut, vous voyez, la pluie emporte la terre. Ta façon de produire aussi peut créer l'érosion, c'est-à-dire que voilà, la sécheresse. Ça peut créer et s'il y a la sécheresse, le vent aussi emporte la matière organique. C'est des phénomènes qui ont été aujourd'hui, qu'on vit. Donc, en faisant des bonnes pratiques, telles que l'agroforesterie, en mettant les arbres, c'est-à-dire que dans les plantations, en pratiquant les techniques comme la permaculture, où on laisse tous les sols couverts, en laissant les végétaux, c'est-à-dire que, voilà, au sol, en apportant beaucoup plus de carbone, en nourrissant, c'est-à-dire que la microfaune et la macrofaune, en perturbant moins le sol, on peut aujourd'hui aggrader le sol, on peut enrichir le sol, on peut séquestrer le carbone. Donc le but aujourd'hui, c'est de séquestrer beaucoup plus de carbone. Éviter de perturber le sol et séquestrer le carbone. La planète se sentira comme mieux. On pourra bien vivre. On pourra laisser une bonne terre aussi à nos enfants, parce qu'il ne faut pas oublier le capital terre. La terre, c'est un capital. Et puis le sol, c'est quelque chose, je veux dire, qu'on ne renouvelle pas. Tout comme le pétrole. Le pétrole est périssable. Le pétrole est tarissable. Le sol aussi tarit. Et à la lieu où on va, on est en train de beaucoup plus de massacrer. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des déserts. Ici en Europe, il y a déjà des déserts. Quand tu vas dans le sud, tel que l'Espagne, beaucoup de coins tels que la Méditerranée, c'est le désert. Il y a déjà du désert. En Afrique aussi, on n'en parle pas, on a du désert. Et ce sont des pratiques humaines qui occasionnent le désert. Le fait de déforester, de couper les arbres, d'abattre les arbres, ça apporte le désert. Le fait de mécaniser, le fait d'apporter beaucoup plus de chimie, le fait de toujours être dans le labouré, ça crée, c'est-à-dire quoi? Ça crée, c'est-à-dire que le désert, et ce sont ces gestes-là qui apportent, qui sont, c'est-à-dire que justement, qui apportent justement ces effets de serre. C'est aussi notre mode, comme j'ai dit, de consommation. La façon dont notre mode aussi, c'est-à-dire que d'habitat. Le fait à chaque fois, c'est-à-dire que d'aller assécher, c'est-à-dire que les points marécageux pour construire, ben, ça donne ce que ça donne. Et ces phénomènes, nous sommes en train de les vivre en Afrique. On les vit dans nos différents pays d'Afrique, dans nos différentes capitales. Les éboulements de terre, les inondations, parce que les gens veulent
Tout le monde veut s'entasser dans les centres-villes, les grandes villes, et on va construire comme ça dans les zones marécageuses, et ça donne ce que ça donne les catastrophes naturelles qu'on vit tout le temps. Donc voilà, que cette vidéo, je voulais comme ça qu'on essaye de réfléchir ensemble sur ce phénomène-là, qu'on ait pu produire uniquement par rapport à la part des gains, mais il faut comprendre ici que c'est les gestes que tu fais, chaque geste, chaque action que tu vas faire sur le sol, c'est ça qui pourra justement te donner la plus-value. Donc si tu fais mal le geste, ben, tu vois, tu vas en pâtir. Tu vois donc que les Occidentaux vont vers les grandes superficies parce que beaucoup courent par rapport à la subvention. Et nous, en Afrique, nous ne sommes pas subventionnés. Tu penses que tu peux aller prendre 500 hectares, 200 hectares de céréales, de maïs, de soja, de blond, tu meurs dans le film. Il n'y a pas de subvention. Est-ce que tu pourras acheter un tracteur à 300 000 euros, une moissonneuse à 500 000 euros? J'ai dit, quand tu prends un tracteur, c'est un crédit sur 10 ans. Tu prends 2, tu multiplies. Quand tu mets un bâtiment, c'est des crédits sur 30 ans. Donc, vous voyez que c'est des personnes, c'est pour ça que beaucoup se suicident, parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, en nous, d'être très wise, d'aller vers nos produits du terroir, de pouvoir, c'est-à-dire apporter la plus-value sur nos produits du terroir, de transformer, et puis, je veux dire, de travailler de façon saine, de travailler en harmonie avec le sol. En harmonie avec le sol, et d'opter beaucoup plus à l'agroforesterie, d'opter à l'association des cultures, donc à la polyculture. Parce que là, on a vu la monoculture à un seul, je vais dire, détruire. Et encore, la monoculture, il faut savoir de quelle culture. C'est pour ça que je favorise ici la production des arbres. Le njansang, le bitakola, la cola kupinata, le pébé, même le poivre. Tu vois que le poivre est produit tel que sous les sous-bois. Les tuteurs sont les arbres. Donc, en produisant le poivre, tu agrades le sol parce qu'on a des gestes qu'on fait comme les lagages. Les lagages permettent de tailler le tuteur, ramener la matière végétale au sol, donc le carbone. Donc, en produisant le poivre, on séquestre énormément de carbone. Parce que le travail qui est d'un producteur, c'est à chaque fois, c'est d'enlever les végétaux, les bourgeons qui tombent. On vient à chaque fois faire les lagages pour créer de la lumière. Donc, les feuilles et les feuillages qui tombent, ça séquestre le carbone. Aller produire le palmier, ça séquestre le carbone parce qu'à chaque fois, on coupe les palmes. On fait les lagages, les palmes tombent, ça séquestre le carbone, ça nourrit la macrofaune et la microfaune. Aller produire le njansang, le bitakola, alors là, tu exploses ton carbone. Parce que c'est des arbres, ça séquestre le carbone par les feuilles et les branches qui tombent. Les racines vont à plus de 200 mètres de profondeur. Ça va casser, c'est-à-dire que la roche, ça va décompacter le sol, ça va nourrir la macrofaune et la microfaune qui sont en profondeur. Ça séquestre le carbone par les racines qui sont mortes. Donc tu vois, quand tu sais ça, honnêtement, un sol comme ça, tu sais que c'est parti pour plus de 1000 ans. C'est une richesse générationnelle que tu laisses à tes enfants en plantant les arbres. Voilà le plaidoyer que je voulais partager avec toi concernant le réchauffement climatique et comment toi aussi tu pourras t'y prendre en tant qu'agriculteur ou en tant qu'éleveur ou en tant que consommateur, citoyen lambda. L'effet d'éteindre les lumières tout le temps aussi, quand on dit éteindre les lumières, ne laisse pas les lumières dans la pièce, c'est un geste citoyen, c'est un geste pour lutter contre le réchauffement climatique. Quand on demande de ne pas détruire, de manger à sa faim, de ne pas, je vais dire, gâcher les aliments, c'est un geste aussi. Quand on demande de faire les tris dans les poubelles, de ne pas prendre le plastique et jeter sur l'environnement, dans la nature, c'est un geste aussi, c'est-à-dire qu'en faveur de l'environnement. Parce que chaque action, chaque geste que nous faisons, peu importe qui nous sommes, ça a un impact sur l'environnement. Donc cette vidéo, cet enseignement, c'était d'attirer notre attention en tant que citoyen, en tant qu'humain sur Terre, de se dire on se doit de préserver notre environnement, on se doit de préserver notre sol, parce qu'on n'en a pas à dire que deux, et que le sol, c'est un bien qui ne se renouvelle pas. Donc tout comme le pétrole, c'est à nous de la grader, parce que le sol, il faut comprendre que le sol, je vous ai fait une étude dessus, la base, c'est une roche, c'est la roche-mère. Donc c'est une roche. Donc ce sont nos gestes,
C'est le fait de séquestrer le carbone, de ramener le carbone à chaque fois qui fait le sol. Ce sont les plantes qui font le sol. Donc si on est là à chaque fois à enlever, à dégrader, ben, ça ne se renouvelle pas. Donc j'espère que tu as aimé ce partage. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous soyez comme ça plus à bénéficier de cette information. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance la richesse. Et une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao.